Bonjour, M. Abdoulaye Girassi, le plaisir de vous recevoir pour la première fois sur ce plateau de Mirador. Bonjour à Boubacar et bonjour à vos millions d'auditeurs. Tout le plaisir. Alors, pour commencer, est-ce que c'est une première, en tout cas dans cette émission, qui est M. Abdoulaye Girassi? Alors, on présentait votre fiche signalétique comme un économiste, un politologue, détenteur d'un double master, un master en économie appliquée, mais aussi un master en sciences po. Qu'est-ce qu'on peut en savoir de plus? Effectivement, vous avez tout dit. Abdoulaye Girassi est un fruit de l'école guinéenne. Très bien. Après mes études primaires et secondaires, puis à Gamal, je me suis rendu en France, au sud de la France, à l'université de Limoges, où j'ai passé un master en économie appliquée. Très bien. Et puis à l'université de Lyon, Jean Moulin, Lyon 3, où j'ai passé un master en sciences politiques. Au terme de 6 années passées en France, dans l'enseignement, j'ai été admis au Canada au titre de travailleur qualifié, où j'ai passé 9 ans de ma carrière. Donc j'ai pu de retour en Guinée depuis 2019, où je sers mon pays pour un peu rendre ce que mon pays m'attend donné. Très bien. Alors, on parle de cette opération grandeur nature, hein, parce que quand même, ça porte sur un montant de un peu plus de 500 millions de dollars, si on convertit le montant du franc guinéen en dollars. 5 000 milliards, ça fait débat dans l'opinion et chez les spécialistes. Vous en êtes un. Qu'est-ce que l'on peut retenir à propos de cette opération? Quelles en sont les implications? Je posais la question dans l'intro, qui de l'État, en tout cas du gouvernement ou des banques, s'en tire à bon compte? Bien, M. Diallo, il est d'abord important de contextualiser un peu ce montage financier. Ouais. Ce montage financier fait suite à un seul budgétaire dégagé. Le gouvernement, dans la LFR, la loi de finances rectificative, a tablé sur une recette d'environ 29 000 milliards contre des dépenses chiffrées à 37 000 milliards, ce qui dégage un besoin de financement de l'ordre de 8 000 milliards. Ce qui dégage naturellement un gap de l'ordre de 8 000 milliards. Bien. Et donc, pour financer ce gap-là, le gouvernement a misé sur une levée de fonds de 5 000 milliards, soit 62% du montant total des déficits publics. Donc, il faut le dire que cette opération est tout à fait normale, légale, elle n'est pas improvisée, elle est même prévue dans la loi de finances rectificative. Ça c'est important à préciser. D'entrée. Et parce qu'aujourd'hui, le gouvernement, c'est un secret de polichinelle, fait face à un besoin de trésorerie. La position du Trésor à la Banque centrale est une position un peu difficile en ce moment, au regard des immenses travaux que le gouvernement a ouverts ça et là, ce qui est tout à fait salutaire d'ailleurs. C'est sans précédent, il y a quand même des gains en matière d'infrastructure, ce qui est à saluer. Mais financer des routes, des ponts, des écoles, ce sont évidemment des infrastructures très lourdes. Il vous souviendra que pour faire 1 kilomètre de bitume, il faut déployer la bagatelle de 1 million de dollars. Ouais. À un moment donné... Voire plus. Voire plus. Ouais. Et tous ces financements-là sont financés sur nos fonds propres, sur le BND essentiellement. Ouais. À un moment donné, la liquidité va se rarifier. Nous sommes dans cette situation aujourd'hui et le gouvernement fait preuve d'inventivité pour trouver justement des sources de financement. Dans ce cadre, le gouvernement a misé sur les EDT. Les EDT, parce qu'aujourd'hui, il y a un recul net des recettes douanières pour laisser place aux recettes fiscales. Parce qu'aujourd'hui, nous avons on a le taux de pression l'un des plus bas de la sous-région, autour de 13%. La LFR l'a même ramené à 12%, ce qui est une très mauvaise nouvelle, alors que la moyenne de la sous-région, c'est 18%. Ça, on doit le revoir. Mais aujourd'hui, la douane est en recul, et c'est tout à fait normal, surtout avec la ZLECAf, la zone de libre-échange ouest à l'échelle continentale, qui doit consacrer la suppression des barrières tarifaires à l'échelle africaine. Ne soyez pas étonnés que dans les régions proches, que la douane continue à reculer en termes de recettes douanières. Et c'est tout à fait normal dans les pays civilisés, dans tous les pays au monde, aux États-Unis, au Canada, en France. La fiscalité, les recettes sont tenues par la fiscalité intérieure. Mais pas par la fiscalité de porte. La fiscalité de porte est juste là en appoint. Elle est plus motivée par les impératifs de sécurité, que par les données financières. Donc, on revient à la normale. Il n'y a pas de s'alarmer. C'est tout à fait normal et légal. Cependant, le gouvernement a fait le pari de recourir à ce qu'on appelle les ODT, les obligations du Trésor, qui fonctionnent comme les bons du Trésor. À la seule différence que les ODT sont
c'est la maturité qui les diffère, la maturité. Ouais. Les bons du trésor sont généralement levés sur le court terme. Ouais, Et même sur le 81 très court 81 terme. jours. 81 jours. Ouais. Alors que les obligations du trésor, c'est sur le moyen et long terme, de 2 ans à 50 ans. Tout à fait. En France, on les appelle les obligations assimilables au trésor. Très Et bien. là, justement, ce sont des obligations très complexes. Mais là où ça fait un peu de complexité, parce que le gouvernement table sur 2 000 milliards sur 4 ans, avec un taux d'intérêt de 9%, Oui. et puis 3 000 milliards sur 5 ans, avec 13% de maturité. Mais en plus, hors taxe en taux d'intérêt. Mais là où le montage se complique un peu, Ouais. laissez-moi vous expliquer un peu, Ouais. c'est le choix que le gouvernement a fait. Il y a 2 formes d'obligation du trésor. Bien. Est-ce qu'on appelle l'obligation du trésor par adjudication, qui fonctionne comme les bons du trésor? Également, on fait la levée des fonds, on fait la vente aux enchères. Il y a l'autre côté qu'on appelle les obligations du trésor par syndication, où les banquiers ou les gens se réunissent en groupement d'intérêts, en corporation, pour négocier un peu les clauses, les modalités de fonctionnement. Et visiblement, nous nous inscrivons dans ce cadre-là-ci, on a affaire à une obligation par syndication. Bien. Et là, le gouvernement fait le choix de porter un peu son choix, de lever des fonds à travers ce qu'on appelle des réserves obligatoires. C'est là où la chose devient plus sérieuse. Bien. C'est quoi une réserve obligatoire, M. Diallo? Oui, allez-y. La réserve obligatoire, c'est une fraction de revenus que la banque... En fait, les banques centrales, toutes les banques centrales ont des comptes des banques commerciales. Les banques commerciales ont l'obligation d'ouvrir un compte à la banque centrale. Tout à fait. Et dans ces comptes-là, les banques sont obligées de transférer une partie de leur avoir à les garder là. Tout à fait. Et là, justement, quand vous faites un dépôt, vous faites un dépôt de 1 million dans votre banque. Votre banque X a l'obligation de transférer un certain montant de ce montant de dépôt-là à la Banque centrale sous forme de réserve obligatoire. Et actuellement, ces réserves obligatoires-là sont de 15% et viennent descendre à 13%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? À savoir que vous déposez un montant, votre banque est obligée de reverser à la Banque centrale 13% de ce montant-là sous forme de réserve obligatoire. En le faisant, la banque ne le fait pas pour faire de l'argent. Non, ce n'est pas pour ça, mais c'est pour des impératifs de politique monétaire, de contrôle de la liquidité. Parce que contrairement à la croyance populaire, la monnaie, quand on prend la masse monétaire, les 100% de la masse monétaire, l'essentiel de la masse monétaire est créé par qui? Est créé par les banques commerciales. Ça, on ne le dit pas assez. La Banque centrale ne crée qu'une infime partie, soit les 10%. Et tous les 90%, vous tenez-vous bien, revient aux banques commerciales sous forme de monnaie scripturale. Ce qui donne un pouvoir exorbitant aux banques commerciales. Encore faudrait-il que ce soit encadré. La Banque centrale est là alors pour surveiller, pour encadrer. C'est dans ce cadre que la Banque centrale agit à travers ce qu'on appelle les instruments de politique monétaire. Il y en a 4 principalement. L'encadrement des crédits, l'open market. Mais le plus important, il y en a 2 instruments. Le premier instrument le plus important, c'est d'abord le taux d'intérêt, qu'on appelle le taux directeur. On l'appelle ailleurs taux d'escompte, taux de refinancement, peu importe. Et deuxième instrument le plus important, c'est les réserves obligatoires. C'est l'un des éléments les plus importants de la politique monétaire dont le gouvernement a fait le choix de ponctionner au niveau de la Banque centrale. Mais là où l'opération se complexifie, c'est que le gouvernement est sous la facilitation de la Banque centrale et l'APB, l'Association de professionnels de banque, ont fait le choix de ponctionner un peu cette partie des réserves obligatoires détenues à la Banque centrale au nom des banques commerciales. Donc de ponctionner les 13% des avoirs des banques déposés à la Banque centrale. Justement, et comment ça se passe? Et donc de prêter cela à l'État. Voilà, mais comment ça se passe? L'opération n'est pas aussi simple que ça. Il faut expliquer un peu les circonstances. Je pense qu'on va bénéficier d'une rallonge de 5 minutes là de la part du Babin. S'il vous plaît, monsieur Babin. Bien. Je vais vous poser la question. Bien. Est-ce que si la Banque centrale ne diminue pas, n'abaisse pas le taux des réserves obligatoires, est-ce que ce montage-là aurait été possible? C'est ça la question. La réponse est clairement non. Ça veut dire que la Banque centrale a été obligée d'abaisser son taux de réserve obligatoire de 15% à 13% à la demande des banques pour répondre à cette sollicitation. Bien sûr. Ce qui est un choc terrible à l'indépendance de la Banque centrale. La Banque centrale doit être indépendante, autonome. Les seules motivations qui doivent guider une banque centrale à abaisser son taux directeur ou son taux de réserve obligatoire, c'est des impératifs de politique monétaire. D'ouvrir le robinet de la liquidité quand c'est nécessaire et refermer quand c'est nécessaire. La Banque centrale a une seule mission. Son existence, il a une seule mission. Calibrer l'offre de monnaie aux besoins des agents économiques de manière à avoir une stabilité sans inflation ni déflation. Et apparemment, de cette opération-là, ce ne sont pas les impératifs de politique monétaire
qui guide la Banque centrale à abaisser son taux obligatoire. C'est pour simplement répondre aux sollicitations du gouvernement. Ce qui pose un sérieux problème. Lequel, M. Guirassy? Notamment l'indépendance de la Banque centrale. Très bien. Et cette situation peut avoir des conséquences néfastes pour notre économie. C'est là-dessus qu'on vous attend, parce que c'est là-dessus qu'il y a toutes les spéculations. Est-ce que ce montage financier, cet emprunt comporte des risques, des inconvénients pour notre économie, pour les agents économiques, pour la politique monétaire du pays? Bien, M. Diallo. Oui. Il y a des avantages et inconvénients. Bien. Avantages, nous avons besoin des infrastructures, des ponts. Ça, c'est une réalité. C'est pourquoi je salue un peu le gouvernement de transition dans ce cadre-là. Très bien. C'est sans précédent. Il y a un effort substantiel et remarquable dans les infrastructures. Ça, c'est à saluer. Bien. Mais, par revanche, le montage financier tel qu'il existe actuellement, nous avons actuellement une inflation autour de 8,6%. Contrairement à ce que j'ai entendu hier, le gouverneur a parlé de 6%. Ouais, le gouverneur parle de 6%. Dans tous les documents officiels de la Banque centrale, l'inflation actuellement est à 8,6%. Et l'inflation tablée dans le LFR est transmise au CNT. L'inflation est prévue, la cible est portée à 9,2%. Hein? Oui. Ouais. Donc c'est pas donc 6%. Proche de 10%. Ouais. Proche Et c'est ce moment qu'on choisit pour ouvrir le robinet de la liquidité. Alors qu'on devait normalement le refermer. Parce qu'il y a un risque d'inflation après, parce que ça, on va remettre beaucoup d'argent dans le circuit. Vous savez, oui. Les réserves obligatoires appartiennent aux banques commerciales, mais détenues par la Banque centrale. Bien entendu. Quand on ajoute ça à ces réserves obligatoires-là, plus la monnaie créée par la Banque centrale, appelée monnaie fiduciaire, la monnaie papier, les deux réunis s'appellent la base monétaire. Bien. La base monétaire, c'est la monnaie fiduciaire, la monnaie Banque centrale, plus les réserves obligatoires. Et c'est la base monétaire là qui alimente la masse monétaire en monnaie à liquidité, en monnaie centrale. Parce que la base monétaire, monnaie en circulation. La base monétaire, c'est uniquement de la liquidité. Alors que la masse monétaire n'est pas forcément de la liquidité. Donc c'est la base monétaire qui alimente la masse monétaire en monnaie fiduciaire, en monnaie sonnante et trébuchante, en liquidité. Mais cependant, il y a une relation mathématique qui est basique. Bien. Où on dit que la masse monétaire égale à la base monétaire multipliée par le multiplicateur monétaire. Et le multiplicateur monétaire, c'est l'inverse des réserves obligatoires. 1 sur RO en mathématiques. Et ça veut dire que à chaque fois que vous abaissez... On entend de l'algèbre là. À chaque fois que vous abaissez, le taux de réserve obligatoire, mathématiquement, la masse monétaire s'accroît. Et quand la masse monétaire s'accroît, sans contrepartie en biens et services, la conséquence, c'est l'inflation. Mon enfant de 5 ans va vous dire que l'inflation, oui, donc dans les prochains mois, dans les mois à venir, il ne sera pas surpris d'avoir une inflation à des chiffres. Je ne suis pas alarmiste, mais c'est ça, mathématiquement et économiquement, ça s'explique. Ça, c'est une première conséquence de l'inflation. Deuxième conséquence auquel nous pouvons nous attendre, c'est un manque d'indépendance. Parce que visiblement, les seuls impératifs qui doivent guider actuellement, le taux directeur a été dans cette opération-là. Dans cette opération-là, on a obligé la Banque centrale à baisser son taux directeur de 11,5 à 11%. On a obligé également à baisser le taux de réserve obligatoire de 15% à 13%. Mais guidé uniquement par le biais de ce montage-là. Alors que le seul impératif qui devait les guider, c'est pour la régulation monétaire. Contrôler l'offre de monnaie de manière à avoir sans inflation ni déflation. Or, ce cas-ci, il y a eu... On a forcé un peu la Banque centrale à ouvrir le robinet à la liquidité, en abaissant ces taux-là. Donc là, c'est un sérieux accro à l'indépendance de la banque BCRG. Et les études ont prouvé empiriquement qu'à chaque fois qu'une banque centrale est assujettie aux politiques, l'inflation devient incontrôlable. Les États-Unis, il y a un risque. La Fed est un exemple, aux États-Unis, au Canada, c'est un exemple, en France, c'est un exemple, également la Bundesbank. Et hostile à cela, c'est l'une des conditions que l'Allemagne avait mis pour intégrer la BCE. Il dit on fait zéro avance à la Banque centrale au Trésor. Donc, en fait, l'inflation, c'est le cauchemar de l'Allemagne. Et donc, la Banque centrale doit être totalement indépendante. Indépendance opérationnelle, indépendance managériale et même l'indépendance financière. C'est obligatoire. Ça, c'est la deuxième conséquence. Alors, que direz-vous, parce que c'est une question entre parenthèses, que direz-vous du fait que le gouverneur de la Banque centrale, dans le contexte guinéen, siège même au Conseil des ministres? Normalement, le gouverneur de la Banque centrale n'est pas membre du gouvernement. Il ne doit pas y siéger. Parce que la politique monétaire est complètement déconnectée de la politique du gouvernement. Les deux, en fait, la politique économique, il y a la politique financière, la politique budgétaire, la politique monétaire.
Mais la politique budgétaire et la politique financière peuvent aller ensemble. Mais la politique monétaire doit être dissociée. Dissociée parce que, en fait, les outils sont un peu antinomiques. Bien sûr qu'il doit y avoir ce qu'on appelle le cadrage macroéconomique. C'est-à-dire que les trois politiques doivent évoluer parallèlement. Bien. La politique monétaire, budgétaire et financière et monétaire doivent avoir une certaine coordination. Bien. On appelle cela le cadrage macroéconomique. Bien. Mais on arrive au terme parce que... Oui, il y a justement un point sur lequel je voudrais intervenir. Sur lequel je voudrais intervenir oui, comme encore inconvénient de cette opération. Oui. Vous pouvez avoir une panne de liquidité dans le marché interbancaire. Une panne de liquidité. Oui, naturellement. Donc ça comporte un risque pour les banques. Absolument, parce que quand on prend les réserves obligatoires, ça appartient aux banques commerciales, mais détenues à la banque centrale. Oui. Et donc, normalement, quand on abaisse le taux de réserve obligatoire, cette manne de liquidité devait revenir aux banques. Effectivement. C'est cette manne-là que la banque centrale va ponctionner pour faire face à ses dépenses d'investissement. Et dans le marché monétaire, il y a deux rubriques. Marché interbancaire et le marché des TCN, des titres de créances négociables. Dans le marché interbancaire, il y a seulement les banques entre elles qui agissent avec la banque centrale. Alors que le marché des TCN, c'est tout le monde qui arrive là-bas, entreprise, trésor, banque centrale, banque commerciale. Donc, venons au marché interbancaire où les banques seulement agissent entre elles. Les banques en excédent de liquidité, ils prêtent la liquidité aux banques en déficit de liquidité. À un moment donné, les banques, il peut y avoir des anticipations pessimistes en se disant « Oh, le lendemain, je ne sais pas ce qui va se passer demain, donc on ne prête pas l'argent. » Les banques peuvent refuser de se prêter de l'argent, sachant que la Banque centrale revient pour jouer ce qu'on appelle le rôle de prêteur en dernier ressort, en prêtant la liquidité aux banques. Et dans ce cas, il fait recours à ces réserves obligatoires comme un matelas financier pour aider les banques à se sortir. Mais si le gouvernement capte ces matelas financiers-là, on prive les banques d'une forte liquidité et qui peut... En cas de panne de liquidité dans le circuit bancaire, ça pourrait amener à une crise systémique. Et ça, c'est important. Ouais. Dernier inconvénient que je vais m'arrêter, dernier inconvénient, c'est que dans le marché des capitaux, il y a plusieurs demandeurs. Il y a l'État qui est demandeur. Et l'État par le biais des bons du Trésor, par le biais des obligations du Trésor. Il y a aussi les ménages par le biais des crédits. Les entreprises. Il y a aussi les entreprises qui demandent et qui émettent également ce qu'on appelle les billets de trésorerie. Il y a également les banques même qui en ont besoin et qui émettent ce qu'on appelle les certificats de dépôt. Tous ces titres-là sont sur le marché. Mais si l'État à lui seul capte 5 000 milliards, la part qui reviendra maintenant aux ménages et aux entreprises va largement s'amenuiser. Et donc, et pour t'acquis par le développement, par le forcement des PME et des PMI, l'économie réelle. Ce sont eux, le moteur de la croissance qui doivent aider l'économie réelle à se développer. Et si on les prive de liquidité, ça pose de sérieux problèmes pour la croissance économique. Monsieur Abdoulaye Djerassi, il était notre invité de prestige de en ce jeudi 5 octobre. Est-ce qu'il vous a convaincu? Voilà, je vous laisse le soin donc, de... d'hier qui sont répondus finalement. Bien. Oui. Après, Mamadouri. la prochaine fois, certainement, j'aurais voulu qu'on nous parle de la solvabilité même du gouvernement. Voilà. Dans les je pense que, je pense qu'il a fait quand même une entrée fracassante dans cette émission. Félicitations. Et je pense qu'on laisse le débat aux spécialistes, à eux donc d'apprécier la prestation de M. Abdoulaye Djerassi, donc qui va rejoindre notre escouade de spécialistes, d'experts. Et on espère aussi que ces propos vont avoir de la résonance auprès des pouvoirs publics. Merci, M. Djerassi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça n'est terminé pour aujourd'hui. Toutes nos excuses à nos sponsors. Et je pense qu'on va rattraper cela derrière le point info. À demain pour prolonger, poursuivre l'aventure. Au revoir.